mieux que des croquettes. Les reportages de CM1 de Saint-André-les-Alpes, tous les mercredis matins à 11h15. Bonjour, nous sommes les élèves de la classe de CM1 de Saint-André-les-Alpes et nous allons faire un reportage sur l'apiculture. Aujourd'hui, on voit des machines, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On voit une ruche. Comment vous vous appelez ? Hugues Delebarre. Depuis quand êtes-vous apiculteur ? Depuis une petite dizaine d'années. Gagnez-vous assez d'argent grâce aux abeilles ou devez-vous travailler en dehors de votre métier ? Non, je vis uniquement de ma production de miel. Où vendez-vous le miel ? Un peu ici à la mielerie, principalement l'été, aux touristes de passage. Tout le long de l'année aux gens du village qui me connaissent et qui viennent acheter du miel. Et puis je vends la plus grande partie de ma production en vrac, c'est-à-dire en gros fûts de miel. Ce sont des gros fûts qui font 200 litres de miel, c'est-à-dire 300 kilos, et que je vends à des négociants qui sont des gens qui le mettent en pot et qui le revendent dans la grande distribution. Je le vends aussi à des nougatiers, à des gens qui font du nougat. Vous savez que le bon nougat blanc, ça se fait avec du miel de lavande. Combien coûte le kilo de miel ? Alors, au détail, 17 €. Combien d'abeilles peut contenir une ruche ? Alors, ça dépend de la période de l'année. En fait, la colonie d'abeilles, elle est petite pendant l'hiver. Elle grossit petit à petit au printemps. Bon, elle se développe. Et puis, au plus fort de la colonie, c'est-à-dire au mois de mai, juin, il y a à peu près 50 000 abeilles dans une ruche. Avez-vous beaucoup de ruches ? 400. Est-ce que les abeilles ont un téléphone portable ? Non, et elles n'aiment pas beaucoup les ondes en général. Tout ce qui est magnétique, ça leur plaît pas énormément. On pense que comme tous les insectes et comme beaucoup d'animaux volants, d'ailleurs les oiseaux aussi, elles sont assez sensibles au champ magnétique. Et le champ magnétique des appareils de téléphonie portable, ça leur plaît pas énormément. Il y a autre chose qui leur plaît pas beaucoup, c'est les lignes à haute tension. Parce que les lignes à haute tension, vous savez, c'est ces grands pylônes que l'on voit avec des fils électriques. Quand c'est des très hauts voltages, ça crée des champs magnétiques assez importants que les abeilles n'aiment pas beaucoup. Comment les abeilles communiquent entre elles ? Comme la plupart des insectes sociaux, elles communiquent entre elles par l'intermédiaire de phéromones. Alors en fait, les phéromones, ce sont des substances qu'elles émettent et qui délivrent des signaux. Alors la principale émettrice de phéromones, c'est la reine. En fait, dans toute la colonie, toute la vie de la colonie est organisée par les phéromones qu'émet la reine. Donc elle émet des phéromones en permanence, d'abord pour signaler à toute la colonie qu'elle est bien là, parce que les abeilles, vous voyez, dans une ruche, quand elles sont toutes à l'intérieur de la ruche, évidemment, elles ne voient pas toute la reine, parce que la reine est dans un coin, toutes les autres abeilles sont ailleurs, mais il y a ces phéromones qui sont présentes, donc qui rassurent les abeilles qui sont rassurées par le fait que la reine soit présente. Et ensuite, pour organiser le travail de la ruche, la reine émet des différentes phéromones. Après, les abeilles sont capables de communiquer entre elles aussi, et notamment quand il y a une alerte. Vous avez déjà entendu parler de ça, il y a des abeilles qui sont à l'entrée de la ruche et qui s'occupent du gardiennage, qui filtrent les entrées, qui ne laissent pas rentrer les intrus. Lorsqu'il y a un phénomène qui risque d'être dangereux pour la ruche, quand un autre élément intervient, elles émettent des phéromones d'alerte qui font que très très rapidement, l'ensemble de la colonie est alerté du fait qu'il y a un danger. C'est la raison pour laquelle on utilise de la fumée. On utilise de la fumée systématiquement quand on visite les ruches d'abeilles, parce que quand on émet de la fumée, en fait on coupe en quelque sorte les communications radio, et on les empêche de mettre un signal d'alerte à toute la colonie. Ça fait que les abeilles, quand on ouvre la ruche, ne sont pas énervées. Quelles sont les fonctions de chaque abeille au sein de la ruche ? Alors, ça dépend de son âge. En fait, elles occupent différentes fonctions, effectivement, et ces différentes fonctions sont en fonction de leur âge. Quand elles naissent, les abeilles, d'abord pendant un jour ou deux, elles ne font pas grand-chose, elles restent sur le cadre sur lequel elles sont nées, et ensuite, leur première fonction, c'est de nourrir les larves de jeunes abeilles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les jeunes abeilles qui ont des glandes qui produisent de la gelée royale, et elles nourrissent les larves de jeunes abeilles avec de la gelée royale, et du miel et du pollen. Mais ce ne sont que les jeunes abeilles qui peuvent le faire. Ensuite, quand elles grandissent un petit peu, elles s'occupent plus du nettoyage de la ruche. Donc elles vont éliminer tous les petits débris qui peuvent tomber au fond de la ruche. Après, je simplifie, après elles deviennent gardiennes à l'entrée de la ruche. Et enfin, à la fin de leur vie, elles sont butineuses.
Une abeille, vous le savez, ça vit assez peu de temps. Hein, ça vit en saison une quarantaine de jours. Elles ne sont butineuses que 10 à 12 jours, en fait. Combien d'œufs pond la reine par jour? Entre 1000 et 2000. Au plus fort de la saison, c'est-à-dire au mois d'avril-mai, quand la population grandit beaucoup, elle pond entre 1000 et 2000 œufs par jour. L'abeille met 21 jours pour émerger, pour naître. Hein. Ça veut dire que 21 jours plus tard, il naît tous les jours 1000 à 2000 abeilles. Comment se passe la reproduction de l'abeille? Alors les abeilles ne se reproduisent pas, c'est la reine uniquement qui se reproduit. La reine en fait va faire des vols quand elle vient juste de naître. Elle va sortir de la ruche pour quelques jours. Elle va aller rencontrer des faux bourdons qui sont des abeilles mâles. Elle se fait féconder par ces faux bourdons. Elle revient dans la ruche et elle va garder cette semence pendant toute sa vie, pendant 4 ou 5 ans, parce qu'une reine ça peut vivre 4 ou 5 ans. Donc entre la ponte de l'œuf et la naissance de l'abeille, il se passe 21 jours. Jusqu'à quel âge peut vivre une abeille? Eh bien voilà, ça vit pas très longtemps une abeille en fait. Par contre, on raisonne pour les abeilles en termes de colonies. Donc quand on parle de disparition d'abeilles chez nous, on parle de disparition de colonies. L'abeille elle-même, elle meurt naturellement assez rapidement, mais elle est remplacée par des jeunes abeilles qui naissent. Une colonie qui est saine, en fait, en permanence, les abeilles qui meurent sont remplacées par des jeunes abeilles. Hein, donc la colonie continue à vivre et à se développer. Là où on commence à avoir des problèmes, c'est quand le remplacement n'est plus opéré, ou bien quand il y a une mortalité chez les abeilles qui est trop importante à cause souvent de facteurs extérieurs. Y a-t-il différentes races d'abeilles? Oui, il y en a beaucoup. Alors, si on parle uniquement des abeilles mellifères, c'est-à-dire les abeilles qui produisent du miel, parce qu'après ça, il y a des tas de variétés d'abeilles qui ne produisent pas du miel. Les abeilles sauvages, qui sont souvent des abeilles solitaires, ne produisent pas de miel. Elles consomment ce qu'elles récoltent au fur et à mesure. Les abeilles qui produisent du miel et qui le stockent, les abeilles mellifères, il y a une infinité de races. Alors, en France, on va dire qu'en apiculture professionnelle, on travaille avec quelques dizaines de races d'abeilles différentes, voilà, dont certaines qui sont très répandues. Et elles ont chacune leurs qualités et leurs défauts. Il y a des abeilles qui sont très douces, d'autres qui sont plutôt agressives. La noire provençale est réputée un petit peu agressive, un petit peu méchante. Elles sont très prolifiques, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup de populations. Elles font des colonies avec beaucoup d'abeilles, ou bien avec moins. Il y en a certaines qui, l'hiver, mangent beaucoup de miel, d'autres qui en consomment moins. Et c'est en fonction de tous ces critères différents des différentes races que l'apiculteur choisit un peu les abeilles avec lesquelles il veut travailler. Qui est le prédateur de l'abeille? Les prédateurs de l'abeille, ils sont assez nombreux. Il y a les oiseaux, d'abord, pour commencer par là. Hein. Ensuite, il y a le frelon crabeau endémique ici de Provence. Et puis, malheureusement, depuis quelques années, il y a le frelon asiatique, qui fait des ravages parce que il est, contrairement à ce qu'on pense, pas plus gros que le frelon d'ici, hein, il est même plutôt plus petit, mais par contre il fait des populations beaucoup plus importantes. Les nids de frelons asiatiques sont énormes et ils comportent des dizaines de milliers d'individus, alors que le frelon crabeau c'est quelques dizaines ou quelques centaines. Les guêpes font-elles du miel? Non, pas du tout. Les guêpes, en fait, elles nourrissent leurs larves au fur et à mesure avec ce qu'elles rapportent. Et contrairement aux abeilles, les abeilles, vous savez, elles ne se consomment que du pollen de fleurs et du nectar de fleurs. Elles sont végétariennes. Les guêpes, elles sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles mangent aussi de la viande. Donc elles vont mastiquer les morceaux de viande qu'elles réussissent à ramasser, ou aussi du sucre, ou aussi du pollen. Mais elles vont donner ça directement aux larves et elles vont le consommer au fur et à mesure. Elles ne le stockent pas, il n'y a pas de réserve. Pourquoi les abeilles disparaissent-elles? Parce que les colonies sont devenues de plus en plus fragiles. Alors, elles sont devenues de plus en plus fragiles pour différentes raisons. D'abord, parce qu'elles n'ont pas assez à manger. Elles n'ont pas assez à manger. Pourquoi? Parce que dans les traitements agricoles que l'on fait maintenant, on essaye d'éliminer toutes les plantes qui ne sont pas la plante cultivée. Dans le passé, toutes les cultures étaient bordées de plantes qu'on appelait adventices, qu'on appelle toujours adventices, qui sont des plantes qui sont concomitantes de la pousse des plantes qui sont cultivées. Toutes ces adventices, on les supprime avec des produits chimiques pour que la terre donne toute sa puissance à la plante qui est cultivée. Donc toutes ces fleurs, elles manquent en fait aux abeilles. Bon. Après, il y a de moins en moins de jachères et de zones non cultivées. Hein.
La France, en fait, s'urbanise de plus en plus, comme tous les pays d'Europe. Donc il y a de moins en moins de surface sauvage pour les abeilles. Et puis, en dernier lieu, comme on utilise beaucoup de produits chimiques, et notamment dans l'agriculture, évidemment, tous ces produits-là, ça ne leur fait pas du bien. Et donc, petit à petit, ça les affaiblit. Alors, on a des pertes maintenant qui sont devenues assez considérables, parce que c'est considéré maintenant comme à peu près normal de perdre 20% de son cheptel pendant un hiver. Ce qui est énorme par rapport à d'autres types d'élevage, quoi. Est-ce que nous, on peut sauver des abeilles? Alors, la première chose à faire pour sauver les abeilles, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques qui sont des insecticides. On parle beaucoup de l'agriculture qui utilise beaucoup de produits insecticides, mais malheureusement dans les maisons, on a facilement tendance, surtout l'été, quand il y a des moustiques ou des mouches dans la maison, à utiliser des produits insecticides. Il y a d'autres méthodes pour se débarrasser des mouches ou des insectes que d'utiliser des insecticides. Donc la première chose à faire, au niveau individuel, c'est d'éviter d'utiliser toutes ces cochonneries, qui en plus, à moyen terme ou à long terme, sont pas bonnes pour votre santé non plus. Combien de miel produit une ruche? Alors, c'est très variable d'une année à l'autre, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Parce que les ruches, en fait, on les laisse pas toutes au même endroit, on les déplace. Donc ça va dépendre du fait que l'apiculteur, il ait fait les bons choix. C'est-à-dire qu'on va emmener des ruches d'un endroit à un autre en se disant, là, elles vont être bien, elles vont avoir beaucoup de fleurs à butiner, et elles vont me faire beaucoup de miel. Si on se trompe, malheureusement, ça marche pas. Après, il y a la météo qui joue. On déplace les ruches, si la météo n'est pas favorable, s'il fait froid, s'il y a du vent, en fait, les abeilles, elles ont du mal à récolter du miel. Après, sur une année normale, alors, chacun a sa façon de calculer sa production de miel à la ruche. Moi, je fais partie d'un groupement d'apiculteurs professionnels du 04-05. On raisonne de façon très simple. On se dit, on prend le nombre de colonies qui nous restent à la fin de l'hiver, quand on constate les dégâts, et puis on voit à la fin de l'année combien on a produit de miel au total, et on divise notre production de miel par le nombre de ruches qu'on avait pour démarrer la saison. Voilà. Donc c'est une façon assez simple et assez objective d'évaluer les choses. Et donc c'est extrêmement variable, parce qu'une mauvaise année, ça va être 20 kg par ruche, une bonne année, ça va être 40 kg, voire plus. Est-ce que vous nourrissez les abeilles avec du sucre? Oui, on est obligé. Je suis en train de le faire. Vous voyez, parce que là, ça fait à peu près un mois et demi que les abeilles ne trouvent plus rien à manger. Donc elles ont beaucoup consommé leurs réserves qu'elles avaient pour passer l'hiver. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des abeilles qui sont très économes sur leurs réserves, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Donc en ce moment, je profite du fait qu'on est, vous voyez, ces jours-ci, là, il fait des températures un peu plus élevées que les semaines précédentes. Donc en ce moment, je suis en train de visiter mes ruches, et je leur donne à chaque ruche un pain de sucre candi. C'est d'une pâte avec du sucre, qui leur permet de tenir le coup pendant tout l'hiver, parce qu'elles ne vont pas trouver de quoi butiner avant la fin du mois de février, voire début mars. Avez-vous des machines pour nettoyer le miel? Alors le miel, on ne le nettoie pas, on le filtre. Le miel lui-même, c'est un produit qui est naturellement propre. La seule chose, c'est que comme quand on l'extrait, en fait, on abîme un peu les rayons, on déchire de la cire, on fait des petits copeaux de cire. Il faut le filtrer, sinon il y aurait plein de cire dans le miel. Alors il y a certaines personnes à qui ça plaît, mais la plupart d'entre elles, ça leur plaît pas. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est uniquement le filtrer. C'est la seule opération que subit le miel. Que font les abeilles l'hiver? Alors elles se groupent au centre de la ruche pour garder de la chaleur. Alors en fait, elles forment une espèce de grappe. La reine se tient au centre de la grappe. Et dans cette grappe, les abeilles produisent de la chaleur. Comment? En consommant du miel. Elles contractent leurs muscles à l'air, c'est-à-dire les muscles qui leur permettent de voler, mais sans voler, puisqu'elles sont à l'intérieur. Et c'est cette contraction des muscles qui va produire de la chaleur. Et c'est comme ça qu'elles maintiennent au centre de la grappe plus de 30 degrés, quelles que soient les conditions extérieures. Comment déplacez-vous les ruches vers d'autres endroits? Avec un camion et avec mes bras. Donc en fait, on choisit par moment de les déplacer parce qu'on pense qu'on va pouvoir les amener dans un endroit où il va y avoir ce qu'on appelle une miellée. Alors une miellée, c'est quoi? C'est une production florale importante de nectar qui va permettre aux abeilles de stocker. Les abeilles, elles n'ont pas Météo France. Elles ne savent pas jamais de quoi l'avenir sera fait. Donc dès qu'elles ont l'opportunité d'emmagasiner le plus de miel possible, elles en emmagasinent le plus possible, au-delà de ce dont elles ont besoin.
C'est ce dont on profite nous. Et donc on essaye de les amener dans des endroits où il va y avoir cette fameuse mielée. Alors, pour le circuit que je fais avec mes abeilles, la première c'est le romarin, à côté d'Aix-en-Provence. Mes ruches passent l'hiver à Aix-en-Provence. Hein. Ensuite, j'emmène une partie de mes ruches dans l'Isère pour la mielée d'acacia. C'est une mielée très courte qui dure une dizaine de jours. Ensuite, le châtaignier. Puis, les autres ruches, je les amène ici en montagne, où on fait en principe les bonnes années un tout de fleurs de montagne. Puis, je les emmène sur le plateau de Valençol pour la lavande. Voilà. Après ça, certaines vont à Manosque pour polliniser du tournesol. Les autres, je les remonte ici. Puis après ça, tout le monde redescend à côté d'Aix-en-Provence à l'automne. Est-ce que les abeilles font du miel toute l'année? Non, il y a des périodes... alors ça dépend des endroits où elles se trouvent. En tous les cas, dans notre région sud-est, il y a la première mielée, c'est... La Provence est divisée en deux. Provence calcaire, Provence cristalline. Du côté calcaire, on a du romarin. C'est la première floraison intéressante pour les abeilles. Du côté cristallin, on a de la bruyère. Voilà. Et donc, du côté du Var, des Alpes-Maritimes, c'est surtout dans le Var, hein, les abeilles, la première mielée, ça va être la bruyère. Mais c'est au mois de mars. Ensuite, les mielées intéressantes, il faut déplacer les ruches. La dernière vraiment intéressante, c'est la lavande. Et la lavande, ça s'arrête fin juillet. Donc, à partir de la fin juillet, elles n'ont plus grand-chose à produire, les abeilles. Sauf ici, en montagne, on a une chance. C'est que certaines années, quand ça veut bien, elles font du miel avec la sarriette. Hein, vous connaissez la sarriette, c'est une plante aromatique là, qui fleurit au mois d'août, septembre. Et donc, les années où les conditions sont bonnes, il a bien plu, il fait chaud, il n'y a pas de vent, elles produisent du miel de sarriette. Et c'est la dernière. Mais en général, fin août, début septembre, tout s'arrête pour elles. Est-ce que vous portez toujours une combinaison pour vous protéger des abeilles? Oui, tout à fait. Parce que en apiculture professionnelle, on n'a pas trop le temps d'attendre qu'elles soient de bonne humeur. Donc on fait le travail tous les jours. Donc on n'attend pas qu'elles soient bien lunées. Parce qu'elles ont leurs jours aussi. Il y a des jours où elles sont gentilles, puis des jours où elles le sont moins. Mais il faut qu'on travaille quand même. Donc effectivement, oui, on se protège. Pourquoi? Parce que les piqûres d'abeilles, on s'y habitue, comme dans tous les métiers, on s'habitue à tout. Hein. Donc c'est beaucoup moins douloureux pour l'apiculteur que pour les autres personnes. Mais malgré tout, si on se fait piquer au visage, notamment, on se protège surtout le visage, parce qu'au visage, ça enfle. Et puis bon, c'est vrai qu'on est souvent seul dans la nature, mais de temps en temps, on croise des gens, quoi. Donc si on a une tête de Quasimodo, ça plaît à personne. Comment récoltez-vous la cire d'abeille? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour récolter le miel, on a des cadres. Est-ce que vous avez déjà vu un cadre de miel rempli? Non? Je peux vous en montrer parce qu'il m'en reste quelques-uns. Parce que dans le nectar de fleurs, il y a à peu près 30% de sucre et 70% d'eau. Si elles le stockaient tel quel, ça fermenterait, ça fait de l'alcool. Et les abeilles, elles n'aiment pas du tout l'alcool. Donc, il faut qu'elles le sèchent. Parce que en dessous d'une certaine proportion d'eau, il n'y aura pas de fermentation. Donc elles le ventilent jusqu'à ce que ce soit suffisamment sec. Quand il est suffisamment sec, elles mettent un petit opercule de cire comme ça dessus, pour le conserver à l'abri. Elles ne vont l'ouvrir que quand elles vont le consommer. Et nous, pour l'extraire, le miel évidemment, si on laisse ces opercules de cire, le miel ne peut pas sortir. Donc il faut qu'on découpe ces opercules, de manière à ouvrir les alvéoles. On place ensuite le cadre dans cette centrifugeuse là, qui est derrière vous. Ça tourne très vite et le miel va être éjecté à l'extérieur. Mais évidemment, en découpant les opercules de cire, on a fait une espèce de pâte avec beaucoup de cire, un peu de miel. Donc cette pâte avec la cire et le miel, je la mets dans cette petite centrifugeuse-là. Ça extrait tout le miel qu'il y a dans les opercules. Et les opercules de miel qui sont à peu près secs, quoi, dans lesquels il n'y a pratiquement plus de miel, après ça, ces opercules, je les récupère, donc c'est de la cire d'abeille. Je les fonds dans une chaudière à l'extérieur de la mielerie. Ça, je fais ça l'hiver. Voilà. Et avec cette cire fondue, je fonds des petits lingots dans des gamates de maçon, tout simplement. Et ces lingots, je les donne à un atelier qui me rend des feuilles de cire alvéolées, de manière à faire des cadres neufs pour l'année d'après. Voilà, donc j'ai été porter ma cire d'opercule la semaine dernière. Que produit une ruche à part du miel? Ah, alors elle produit principalement... Alors, de la ruche, on peut tirer du miel, effectivement. On peut aussi prélever du pollen. C'est-à-dire qu'au printemps, quand les abeilles
pour l'élevage des jeunes abeilles, quand la colonie est en train de croître, il faut beaucoup de protéines. Donc les abeilles rentrent beaucoup de pollen. Alors, on a la possibilité de récupérer une partie de ce pollen en mettant des petites grilles à l'entrée de la ruche, avec un tiroir en dessous. Et les abeilles, quand elles passent à travers des petits trous de cette grille, elles perdent leur pelote de pollen qui tombe dans le tiroir. Voilà. Donc on peut récupérer le pollen de cette manière-là. Après ça, il faut s'en occuper, il faut le trier, le sécher ou le congeler. Enfin bon, il y a tout un processus. Ensuite, on peut récupérer de la propolis. Alors qu'est-ce que c'est que la propolis? C'est aussi un produit de l'abeille qui lui sert. Alors elle fait ça à partir de la sève d'arbres du type peuplier, bouleau, aulne, etc. Des arbres qui poussent les pieds dans l'eau. Elle récupère des exudats de sève. Elle mélange ça avec de la salive. Et cette matière-là leur permet de faire différentes choses dans la ruche. D'une part, elles en tapissent toutes les surfaces à l'intérieur d'une infime petite couche, parce que c'est très antiseptique la propolis. Donc elles en mettent un peu partout. Après, elles s'en servent pour faire des amas à l'entrée des ruches, comme des créneaux. Ça leur permet de mieux protéger la ruche. Ça veut dire quoi, antiseptique? Ah, antiseptique. Ça tue les microbes. Hein? Propolis, en grec, ça veut dire devant la cité, c'est-à-dire devant l'endroit où habitent les abeilles. Donc elles font des petits amas de propolis, ça leur fait des créneaux pour défendre l'entrée de la ruche. Et elles s'en servent aussi pour embaumer les intrus. C'est-à-dire que quand elles tuent un intrus qui est rentré dans la ruche, souris par exemple, cette souris elle est beaucoup trop grosse, elles ne peuvent pas l'évacuer. Si elles la laissent là, elle risque de contaminer la ruche en pourrissant. Donc elles l'embaument avec de la propolis de manière à ce qu'elle ne pourrisse pas. Alors des souris on n'en trouve pas souvent, par contre l'été on trouve souvent des sphinx tête de mort. Vous savez ces gros papillons là. Récoltez-vous de la gelée royale? Non, parce que c'est une pratique vraiment très très particulière. Pour récupérer de la gelée royale, il faut avoir une organisation et des ruches spécialement faites pour ça. Donc moi je le fais pas et on est assez peu nombreux à le faire, hein, parce que c'est une production qui est assez pointue et très spécifique, quoi. Donc je ne fais que du miel. Mais quand les abeilles qui gardent l'entrée, elles tuent les intrus, elles meurent pas, les abeilles? Alors l'abeille quand elle pique, oui, elle meurt. Pourquoi? Parce que son aiguillon, il est équipé de petits ardillons, comme un hameçon de pêche. Et quand elle pique, son aiguillon, il reste planté dans la peau ou dans dans la peau de son ennemi, quoi. Hein, c'est d'ailleurs comme ça que vous savez si vous êtes fait piquer, si vous êtes fait piquer par une guêpe ou par une abeille. Si vous êtes fait piquer par une guêpe, ben, il y a juste le bouton. Si vous êtes fait piquer par une abeille, ben, il y a le dard qui est encore dans la peau. Et alors pourquoi ce phénomène-là? Parce qu'en fait, en plantant l'aiguillon dans la peau, elle s'arrache en fait la poche à venin avec. Si vous regardez bien, quand vous êtes fait piquer, si vous avez le calme pour regarder, hein, il y a une petite poche blanche, c'est le venin. Alors si vous retirez l'aiguillon, il faut faire attention à le retirer avec l'ongle, de manière à ne pas appuyer sur cette poche de venin, parce qu'évidemment, sinon vous injectez toute la dose. Et l'abeille meurt, pourquoi? Parce que le fait qu'elle se soit arrachée sa poche à venin, ça lui crée une blessure qui fait qu'elle va mourir dans les jours qui suivent. Mais quand il y a les insectes qui sont morts, qui les ont tués, comment on fait pour les enlever? Après ça reste, et du coup quand ils vont reprendre la ruche, ça va boucher s'il y en a plusieurs qui vont se mettre. Il y a des abeilles qui nettoient. C'est-à-dire qu'il y a celles qui vont défendre l'entrée de la ruche, et les abeilles qui nettoient, eh ben, elles prennent les insectes et puis elles les sortent à l'extérieur de la ruche. Elles vont faire un vol à 50 cm, 1 mètre à la sortie de la ruche, et puis elles vont lâcher l'insecte qui est mort dehors. Est-ce que les bourdons ça pique? Alors, ça dépend des variétés de bourdons. Le faux bourdon, qui est en fait une abeille mâle, lui ne pique pas, parce qu'il n'a pas de dard. Le faux bourdon, en fait, c'est un œuf d'abeille qui n'a pas été fécondé. Donc, comme il n'a pas été fécondé, voilà, la nature est ainsi faite, il va évoluer en bourdon et pas en abeille. Alors, on dit un faux bourdon, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une abeille. C'est pas un bourdon, c'est pas de la famille des bourdons. C'est une abeille mâle. Mais on dit faux bourdon tout simplement parce que physiquement, il ressemble à un bourdon. C'est assez trapu, c'est poilu, voilà. Comment repère-t-on la reine des autres abeilles? Bah, quand on a l'œil à peu près exercé, on la reconnaît assez rapidement. Sinon, on cherche beaucoup. Alors, en général, la reine se tient sur les cadres de couvain. Dans la ruche, les cadres de couvain sont au centre, hein, et les cadres de réserve sont sur les côtés. Donc, en général, quand on cherche la reine, on commence par la chercher là où elle doit se trouver, c'est-à-dire sur les cadres de couvain. Après, évidemment, comme il y a beaucoup d'abeilles, des fois, on a un petit peu du mal à la trouver. Alors, on a une parade pour ça, c'est qu'on les marque.
Alors on les marque pour 2 raisons. D'une part, parce que ça permet de les retrouver plus facilement. Donc on leur met une petite tache de peinture sur le thorax, délicatement. Et ça a un autre avantage, c'est qu'on change de couleur tous les ans. Donc la tache de couleur indique l'année de naissance de la reine. Comment les abeilles transportent le miel jusqu'à la ruche? Alors elles ont un jabot, c'est-à-dire un espèce d'estomac intermédiaire, qui est avant leur estomac. Donc c'est une poche en fait dans laquelle tout simplement elles stockent le nectar de fleurs. Est-ce que vous récoltez le venin des abeilles? Non, mais c'est aussi un produit de la ruche. Il y a des gens qui le récoltent effectivement. Alors ça peut servir, déjà une première chose, ça peut servir à immuniser les gens qui sont très sensibles au venin d'abeilles. Donc ça peut servir dans les hôpitaux. Après, il y a des gens qui font de la thérapie avec ça, c'est-à-dire qui font des piqûres d'abeilles sur des personnes pour les soigner. Ça soigne les rhumatismes notamment. Comment récolte-t-on le miel? Alors, la récolte elle-même, on intervient quand la mielée pour nous est finie. Alors, elle est finie parce que les fleurs sur lesquelles on a amené les ruches, leur floraison est terminée. Et donc, pour que le miel que l'on a dans nos ruches ne se mélange pas avec un autre miel, on récolte au moment de la fin de la floraison. Quand on amène la ruche sur une mielée, on y pose une petite caisse au-dessus, on appelle ça une hausse, et c'est cette hausse qu'on va récolter. Donc on chasse les abeilles qui sont dans la hausse, et puis la hausse, on la ramène à la miellerie, et puis après on va traiter les cadres en désoperculant. Comment les abeilles butinent les fleurs? Alors, oui, c'est une bonne question, elles ont une langue, en fait, qui se replie en dessous de la tête. Et donc, quand elles arrivent sur les fleurs, elles déplient cette langue. Et donc, avec cette langue, elles aspirent le nectar dans les fleurs. Le pollen, en fait, il se colle sur elles parce qu'elles ont, elles créent sur elles de l'électricité statique qui attire les grains de pollen sur elles. Elles se peignent avec leurs pattes. Et puis, elles font des boulettes sur leurs pattes arrière avec ce qu'elles ont peigné sur leur corps. Il y a différentes races d'abeilles. Et donc, elles ont des caractéristiques morphologiques différentes. Il y a des abeilles qui ont des langues plus longues que d'autres. Il y a des abeilles donc, qui vont sur certaines fleurs dans lesquelles les autres ne peuvent pas aller butiner. Est-ce qu'au sein d'une ruche, peut y avoir différentes races? Non. C'est la reine qui est la mère de toutes les abeilles, donc c'est elle qui détermine la race. Par contre, la reine, quand elle se fait féconder par 20 ou 25 mâles différents. Donc par contre, là, il y a un brassage génétique qui se fait à ce niveau-là. Quelle sorte d'abeilles avez-vous? Mes races d'abeilles. Alors j'ai essentiellement des caucasiennes, donc c'est des abeilles originaires de la région du Caucase. Voilà, j'ai des caucasiennes et un peu de buckfast. Et après, j'ai d'autres abeilles qui sont des abeilles d'origine italienne, mais c'est un croisement, en fait, c'est un éleveur qui fait de la sélection. Et qui fournit ces rennes-là. C'est une sélection à base d'abeilles italiennes. Donc c'est caucasiennes et italiennes principalement. Alors pourquoi? Parce que elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Les italiennes élèvent très très bien. C'est des bonnes mamas. Par contre, elles sont assez dispendieuses l'hiver. Elles consomment beaucoup. Les caucasiennes sont très économes l'hiver. Elles sont un petit peu plus lentes à démarrer au printemps que les autres abeilles. Mais par contre, elles sont très rustiques et très résistantes aux maladies. Est-ce que les abeilles, elles peuvent butiner toutes les fleurs? Alors non, ça dépend de leur... Alors d'abord, toutes les fleurs ne produisent pas du nectar. Typiquement, l'une des premières fleurs qu'on voit ici, c'est le coquelicot. Le coquelicot, il produit du pollen, mais pas du tout de nectar. Donc il y a des fleurs qui ne produisent pas de nectar. Et puis après, c'est en fonction de la longueur de leur langue, toujours. J'avais, malheureusement, il n'y est plus, j'avais ici devant un magnifique arbre à papillons. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle arbre à papillons? Parce que les papillons, ils ont une trompe tellement longue que c'est les seuls à pouvoir aller chercher le nectar dans les fleurs. Il n'y a pas d'abeilles sur cet arbre. Il n'y a que des papillons. Une abeille peut dépasser quelle vitesse en volant? Je ne les ai pas mesurés, mais c'est de l'ordre d'une trentaine de km/h. Parce qu'en fait, on sait qu'au-delà de cette vitesse-là, quand le vent est supérieur à ça, les abeilles ne sortent pas, tout simplement. Alors ça ici, c'est ce qu'on appelle un bac décanteur. Donc il y a... Vous voyez, en fait, le miel, il passe une fois en dessous, une fois en dessus. L'objet de ça, c'est pour qu'à l'arrivée, il y ait le moins de cire dedans possible. Toute la cire est retenue au fur et à mesure. À l'arrivée ici, je branche à la sortie de ce bac une pompe à miel, qui va m'aspirer le miel pour l'envoyer dans le maturateur qui est là. Alors un maturateur, en fait, c'est une simple cuve. Disons que
Quand on envoie le miel dans cette cuve, il reste encore des petites particules de cire dedans. Hein. Et donc, on va laisser le miel pendant quelques jours dedans. Et toutes ces petites particules vont remonter à la surface. Donc ça fait un espèce de dépôt à la surface. Enfin, dépôt non, mais suspension à la surface. Ça, on va le ramasser, hein, toute cette cire. On la repasse d'ailleurs dans la centrifugeuse. Et puis, on puise des fûts, là, au robinet, par en dessous. À travers un filtre. Alors, les filtres, c'est des gros ronds que vous voyez là-haut, là. Hein. On pose un filtre sur le fût, puis on fait couler le miel à travers. Voilà, les dernières particules, s'il y en avait encore, sont retenues. Et le miel, il est fini. Voilà, il n'y a aucune autre opération qui est faite dessus. Alors si, il y en a une d'opération que je fais après, c'est sur du miel qui est... Vous savez que le miel, plus ou moins rapidement, il cristallise, il devient dur. C'est naturel, tous les miels cristallisent. Il y a des miels qui cristallisent très 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 lentement, l'acacia, il faut plusieurs années. Il y a des miels qui cristallisent extrêmement vite, le romarin, c'est quelques semaines. Hein. Donc les miels cristallisent tous. Une fois qu'il est cristallisé, j'ai fabriqué une machine. Je fais un dépeçage, c'est-à-dire que je vais gratter mon miel cristallisé avec des couteaux. Et c'est comme ça que je fais mon miel crémeux. Ce reportage vous a été présenté par Aïdan, Elsa, Lydie, Maëlle, Margot, Ange et Olivia. Mieux que des croquettes, c'est terminé. Maintenant, passons aux choses sérieuses.